Sur un tronçon de l'autoroute 23, les camionneurs murmurent à voix basse des récits inquiétants. Ils parlent d'une mile maudite, un endroit où les gens disparaissent, où le temps se tord et où la route semble avaler les voyageurs tout entiers. Ils l'appellent la mile du disparition. Tout a commencé avec Eddie Jacobs, un camionneur longue distance qui empruntait cette autoroute chaque semaine. Une nuit, juste après minuit, il a contacté un autre conducteur par radio, sa voix empreinte de tension. « Tu vois ça ?» L'autre camionneur, Mark Lutz, roulait à quelques miles derrière lui. « Voir quoi, Eddie ?» Un long silence a grésillé à travers la radio CB avant qu'Eddie ne réponde. « Y a une ville là-devant, mais il devrait rien y avoir ici. » Mark a froncé les sourcils. Il n'y avait aucune ville sur ce tronçon, seulement des bois et quelques stations-service éparses. « T'es sûr, Eddie ? Peut-être que t'es trop fatigué. » Non, je te jure devant Dieu, il y a une station-service, un dîner, même un motel sacrément vieux, on dirait les années 50. Mark a entendu Eddie prendre une respiration tremblante. « Je crois que je vais m'arrêter. Mon carburant est presque à sec de toute façon. » Puis la radio s'est tue. Mark n'a jamais revu Eddie. 2 jours plus tard, on a retrouvé son camion garé proprement sur le bas-côté, moteur éteint, porte verrouillée. Son portefeuille, ses clés et un sandwich à moitié mangé étaient posés sur le tableau de bord, mais Eddie avait disparu. Pas d'empreinte, pas de sang, pas de signe de lutte, juste volatilisé. Après Eddie, les légendes ont commencé. D'autres camionneurs ont rapporté avoir vu la même chose. Une ville qui ne devrait pas exister. Certains disaient apercevoir des néons clignotants au loin. D'autres juraient avoir vu des silhouettes sombres debout aux fenêtres du dîner, les observant passer. Puis un autre chauffeur a disparu. Il s'appelait Jim Toir. Il transportait du fret sur l'autoroute 23 quand il a commis l'erreur de s'arrêter dans cette ville. Ses derniers mots connus ont été enregistrés lors d'une transmission désespérée par CB. Quelque chose va pas. Les gens dans ce dîner, ils clignent pas des yeux, ils sourient juste, et la nourriture, mon Dieu. La transmission s'est coupée dans un bruit de statique, suivi d'un murmure humide et bas. Reste avec nous. Quand la police a retrouvé le camion de Jim, il était au même endroit que celui d'Eddie, mais Jim n'était plus là. Tout ce qui restait était une assiette froide d'œufs à moitié mangée sur le siège passager. Daniel Carter, lui, ne croyait pas aux histoires de fantômes. C'était un camionneur endurci, 20 ans sur la route, et rien ne l'ébranlait. Mais tout a changé une nuit d'octobre sous une pluie battante. Alors qu'il roulait sur l'autoroute 23, il avait entendu les récits, mais il les balayait d'un rire, les considérant comme des contes de camionneurs pour tromper l'ennui des longues distances. Puis, à exactement minuit 3, il l'a vu, la lueur néon d'un dîner au bord de la route. Son cœur s'est mis à battre plus fort. Il ne devrait y avoir rien ici. Son réservoir était presque vide. Jurant sous son souffle, Daniel a dirigé son camion vers le parking en gravier. Le panneau néon au-dessus du dîner bourdonnait. BTS Dîner, ouvert 24 heures. À travers la vitre trempée de pluie, Daniel a vu des gens assis au comptoir. Une serveuse en uniforme rose essuyait le comptoir avec des gestes lents et délibérés. Ça semblait normal, mais quelque chose dans ses tripes s'est tordu. Puis il a remarqué le panneau au-dessus de la porte. Bienvenue à Hawthorne, population 3215. Ce n'était pas normal. Hawthorne n'existait pas. À l'intérieur du dîner, Daniel est entré. Une odeur de graisse de bacon et de vieux café emplissait l'air. Les gens au comptoir ne bougeaient pas, assis immobiles, les yeux fixés devant eux, vides. La serveuse s'est tournée et a souri. Son visage était trop lisse, ses lèvres trop rouges, ses dents trop blanches. « Qu'est-ce que je peux vous servir, chérie ?» a-t-elle demandé. Daniel a forcé un sourire. « Juste un café. » Elle lui a versé une tasse. Le liquide était épais, plus noir que n'importe quel café qu'il avait vu, et il sentait mauvais. Il a fait semblant d'en boire une gorgée. Les clients au comptoir ont tous tourné la tête vers lui, lentement, en parfaite synchronisation. Sa peau s'est hérissée. Puis il a remarqué autre chose. Un chapeau de camionneur posé sur la banquette en face de lui, avec le nom Eddie Jacobs cousu dessus. Le sang de Daniel s'est glacé. Il s'est levé d'un bond. « Faut que j'y aille. » Le sourire de la serveuse n'a pas vacillé. « Mais vous venez juste d'arriver. » Ses mains se sont étirées, plus longues qu'elles n'auraient dû l'être. Ses doigts se sont enroulés autour de son poignet, froid, moite, trop fort. Les clients se sont levés à l'unisson. Daniel a arraché son bras et a trébuché en arrière.
La pièce s'est mise à bouger autour de lui. Les murs pulsaient comme un battement de cœur. Puis les lumières ont clignoté. Et il n'était plus dans le dîner. Daniel se tenait au milieu d'une rue vide. Le dîner avait disparu, la station-service aussi. La ville était silencieuse, mais les lumières brillaient toujours aux fenêtres, et derrière les vitres, il voyait des silhouettes qui l'observaient. Un panneau grinçait dans le vent. Bienvenue à Aussorn, population 3216. Daniel a reculé, le cœur battant. Le chiffre avait changé. Il s'est mis à courir, sprintant vers l'endroit où il avait garé son camion. Mais le parking était vide. Seules des routes infinies s'étendaient devant lui. Puis une voix a murmuré à son oreille. « Tu es des nôtres maintenant !» Une main froide a saisi son épaule. L'obscurité l'a englouti entièrement. Le lendemain matin, le camion de Daniel a été retrouvé garé proprement sur le bord de l'autoroute 23. Le siège du conducteur était vide. Tout ce qui restait était une tasse de café noir épais, encore tiède, et un nouveau panneau était apparu près du dîner. « Bienvenue à Aussorn, population 3217. » Personne n'a jamais revu Daniel Carter. Les camionneurs parlent encore de la disparition de Daniel Carter. Certains refusent de rouler sur l'autoroute 23 la nuit. D'autres se moquent, disant que c'est juste une histoire de fantôme, un conte pour passer le temps autour d'un café bon marché et de cigarettes de station-service. Mais certains savent qu'il y a plus. Prenez Tommy Grave, un jeune camionneur qui avait entendu la légende mais n'y croyait pas. Il riait des vieux qui parlaient de la mile du disparition. Puis une nuit, il a vu Aussorn. Elle est apparue exactement comme les autres l'avaient décrite. Des néons brillants au loin, une station-service, un motel, un dîner avec un panneau clignotant ouvert 24 heures. L'estomac de Tommy s'est noué, mais son réservoir était presque vide. Il n'avait pas le choix, il devait s'arrêter. Il s'est d'abord garé à la station-service. Elle semblait abandonnée, les pompes rouillées, le magasin sombre à l'intérieur, pas de caissier, pas de mouvement. Puis il a vu le motel de l'autre côté de la rue. Il n'avait pas de porte d'entrée, juste des fenêtres, et derrière ces fenêtres, des gens se tenaient debout, le fixant, immobile, les yeux vides. Son pouls battait dans ses oreilles. C'est pas normal. Puis le moteur de son camion s'est éteint. La radio a grésillé avec de la statique avant qu'une voix ne murmure à travers le haut-parleur. « Bienvenue à la maison, Tommy. » Sa respiration s'est coupée. Le murmure était sa propre voix. Il s'est enfui. Il a couru vers le dîner, désespéré de trouver quelqu'un, n'importe qui pourrait expliquer ce qui se passait. Dès qu'il est entré, une odeur l'a frappé, quelque chose d'aigre, de brûlé. La serveuse se tenait derrière le comptoir, même uniforme rose, même lèvres rouges vifs. Elle a souri, trop grand. Juste à temps pour le souper, chérie. Le menu au mur n'avait ni prix ni plat, juste des noms, Eddie Jacobs, servi chaud, Jim Tolliver, spécial du jour, Daniel Carter, fraîchement infusé, Tommy Grave, en cuisson bientôt. Son estomac s'est tordu en un nœud glacé. Il s'est retourné pour courir, mais la porte avait disparu. Les clients au comptoir se sont levés, leurs visages fondant en sourires mous et caoutchouteux. Leurs yeux étaient des orbites creuses, des fosses noires suintant quelque chose d'épais et sombre. La serveuse s'est penchée plus près, murmurant « Une fois que tu t'assieds à notre table, tu ne pars jamais. » Puis le monde est devenu noir. Le camion de Tommy a été retrouvé abandonné sur le bord de l'autoroute 23, comme les autres. Sa radio CB était encore allumée, diffusant rien d'autre qu'un bourdonnement statique faible. Personne ne l'a jamais retrouvé. Mais la fois suivante qu'un camionneur est passé par ce tronçon maudit, il a remarqué quelque chose de nouveau sur le menu du dîner. Tommy Grave, servi froid. Certains camionneurs disent que si vous roulez sur l'autoroute 23 la nuit, il ne faut jamais regarder dans votre rétroviseur après avoir passé le marqueur de mile 147. C'est là que vous pourriez le voir. Il l'appelle le passager. Il n'apparaît pas tout de suite. Vous le ressentirez d'abord, un frisson dans la nuque, comme si quelqu'un respirait derrière vous. Votre radio pourrait commencer à grésiller, murmurant des absurdités dans une voix trop familière pour être celle d'un inconnu. Puis, si vous jetez un œil dans le rétroviseur, ne serait-ce qu'une seconde, vous le verrez. Un homme assis sur votre banquette arrière. Son visage est flou, comme une photo brouillée, mais sa bouche, elle, est claire comme le jour. Elle sourit toujours. Si vous le voyez, il est déjà trop tard, car une fois qu'il apparaît, il ne reste pas simplement assis. Il se rapproche. Doug Mair était un camionneur chevronné, un sceptique qui ne croyait pas aux histoires de fantômes.
Mais ça a changé une froide nuit de décembre alors qu'il roulait sur l'autoroute 23. Juste après le marqueur de mile 147, sa radio a grésillé. Une voix a murmuré à travers la statique. « Doug, tu m'as laissé derrière. » Il a froncé les sourcils, tournant le bouton. Ce truc déconne encore. Puis il a senti, cette sensation rampante dans son cou, comme si quelqu'un le regardait. Il a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur, et il était là, un homme assis dans la cabine couchette de son camion. La silhouette ne bougeait pas, elle souriait juste, les dents trop blanches, les lèvres étirées. Doug a freiné brutalement, son cœur battant à tout rompre. Il s'est retourné pour vérifier l'arrière. Rien, vide. Il a laissé échapper un souffle tremblant. Jésus! Secouant la tête, il a remis le camion en marche et a continué à rouler. Peut-être les longues heures, peut-être la fatigue. Mais quand il a regardé à nouveau dans le rétroviseur, l'homme était plus près, assis sur le siège passager maintenant. La peau de Doug s'est glacée. Ce sourire ne changeait jamais. Sa respiration est devenue saccadée alors qu'il appuyait plus fort sur l'accélérateur. Le camion a gémi, filant sur l'autoroute. Il refusait de regarder encore, mais il a entendu, un murmure grave à son oreille. « Laisse-moi prendre le volant ». Une main froide a saisi son poignet. Doug a crié, donnant un coup de volant brusque. Son camion a dérapé, les pneus crissant alors qu'il quittait la route. Le monde a tournoyé, le métal s'est froissé, puis l'obscurité. Ils ont retrouvé le camion de Doug le lendemain matin, renversé dans un fossé. La cabine était écrasée, mais le siège du conducteur était vide. Doug avait disparu. La seule chose qu'ils ont trouvée était une empreinte de main ensanglantée étalée sur la porte passager. Et le rétroviseur ? Il était brisé, mais si vous reconstituiez les morceaux, vous jureriez pouvoir encore voir un reflet. Un homme assis à l'arrière, souriant. Les camionneurs sur l'autoroute 23 savent qu'il ne faut jamais s'arrêter à la station-service isolée après le marqueur de mile 160. Elle n'a pas été construite par des mains humaines. Cazenova en a fait l'expérience. Il avait roulé pendant 15 heures d'affilée, les yeux brûlants, l'estomac gargouillant, son réservoir dangereusement proche de la panne sèche. Puis, comme un miracle, il l'a vu, une station-service brillant faiblement dans la distance. Le panneau au-dessus clignotait. Dernier arrêt, essence pas chère. Cazet s'est garé, soulagé. L'endroit semblait vieux, comme figé dans les années 50, intact. Les pompes étaient rouillées, les affichages de prix délavés, mais les lumières à l'intérieur étaient allumées. Il est entré. Une clochette a tinté au-dessus de la porte. L'air sentait mauvais, comme de la moisissure et quelque chose de pourri sous le plancher. Derrière le comptoir se tenait un homme en uniforme de station-service, trop neuf, trop propre, comme s'il venait juste de l'enfiler. Ses yeux étaient trop grands, son sourire trop figé. « Bonsoir, voyageur », a-t-il dit. « Vous arrivez juste à temps. Café frais et les toilettes les plus propres de l'autoroute. » Cazet a hésité. Quelque chose dans la voix de l'homme semblait faux, comme un enregistrement joué une seconde trop lentement. « Juste de l'essence », a marmonné Cazet. Le sourire du caissier n'a pas bougé. « Bien sûr, monsieur, on prend tous les types de paiement. » Il a désigné un panneau manuscrit sur le comptoir. « Paiement accepté. Argent, crédit, souvenir, temps, cher. » L'estomac de Cazet s'est retourné. Sa bouche s'est asséchée. « C'est une blague. » L'homme n'a pas cligné des yeux, n'a pas bougé. Cazet a reculé vers la porte. « Vous n'êtes pas censé être ici, » a soudain dit le caissier, la voix plate et vide. Les lumières au-dessus ont vacillé. L'air s'est épaissi. Les rayons se sont tordus, prenant des angles impossibles, s'étirant vers le haut comme s'ils voulaient l'attraper. Les barres de chocolat ont fondu en plaques rouges luisantes de viande. Cazet a couru. Il a heurté la porte vitrée, mais elle ne s'ouvrait pas. Derrière lui, l'homme au comptoir n'était plus un homme. Sa bouche s'étirait trop largement, ses yeux se divisaient en 4, puis 6, 12. Sa voix s'est transformée en un rire gargouillant et humide. « Tu es venu à nous, maintenant tu nous appartiens. » La station-service s'est repliée sur elle-même, s'effondrant comme un insecte mourant. Le lendemain matin, le camion de Cazet a été retrouvé en marche sur le bord de l'autoroute 23, portes ouvertes, mais Cazet avait disparu. Et la station-service ? Personne ne l'a jamais retrouvée, parce qu'elle n'était jamais vraiment là. Il y a une règle sur l'autoroute 23. Si vous êtes fatigué, ne vous arrêtez pas aux premières aires de repos que vous voyez après 2 heures du matin, parce que cet arrêt n'était pas là avant. Logan Pierce l'a appris à ses dépens.
Il avait conduit pendant 20 heures d'affilée, mort de fatigue, les paupières lourdes, les mains engourdies sur le volant, quand il a vu l'air de repos éclairé d'un bleu éclatant, toilette propre, café chaud. Il a presque pleuré de soulagement. Il s'est garé, le parking presque vide sauf pour une vieille station-wagon déglinguée. À l'intérieur, l'air semblait normal. Un petit magasin avec des snacks hors de prix, un comptoir à café avec une vieille machine crachant une infusion éventée, quelques distributeurs automatiques bourdonnant dans le coin. Un homme était assis seul dans une des banquettes en plastique, fixant ses mains. La caissière au comptoir a levé les yeux, son visage trop immobile, ses yeux trop brillants, comme du verre. Logan a pris une tasse de café et l'a apportée à la caisse. « Vous êtes notre premier visiteur ce soir », a-t-elle dit, sa voix trop lisse, comme un enregistrement répété. Logan a froncé les sourcils. « Et le gars assis là-bas ?» La caissière n'a pas cligné des yeux. « Quel gars ?» Logan s'est retourné. La banquette était vide. Son estomac s'est noué. Il aurait juré. « Vous devriez rester un peu », a continué la caissière, son sourire trop large. « Vous avez l'air fatigué. » Logan a secoué la tête, posant un billet de 5 $ sur le comptoir. « Faut que j'y aille. » La caissière a penché la tête. « Vous êtes déjà enregistré. » Sa respiration s'est bloquée. « Quoi ? » « Vous êtes enregistré, a-t-elle répété, son sourire s'étirant trop loin, craquant au coin de sa bouche. Personne ne repart jamais. Les lumières ont vacillé, le magasin a changé. Les rayons se sont tordus, se transformant en poutres de bois pourri. Les distributeurs dégoulinaient de quelque chose de sombre et épais. Les néons bourdonnants au-dessus sont devenus des lanternes vacillantes aux flammes faibles. L'air de repos avait disparu. Logan se tenait dans un vieux bâtiment délabré. Une auberge oubliée d'un autre temps. Un vent froid a sifflé à travers les fenêtres brisées. La caissière avait disparu, les banquettes en plastique étaient maintenant des bancs en bois pourris couverts de poussière. Et la porte d'entrée n'était plus qu'un mur de briques. Logan a tourné en rond, la panique montant dans sa gorge. Un murmure a effleuré son oreille. Heure d'enregistrement, 2h06. Il s'est retourné, et l'homme de la banquette était à quelques centimètres de son visage. Sa bouche était cousue. Ses yeux écarquillés de terreur. Ses mains tremblaient alors qu'il brandissait un panneau en bois fissuré. « Je me suis arrêté ici en 1981. Ne fais pas la même erreur que moi. » Puis les bougies ont vacillé, et les murs se sont refermés. Le lendemain, un autre camionneur est passé par l'endroit où Logan s'était arrêté. Il n'y avait pas d'air de repos, juste un champ envahi de mauvaises herbes là où une auberge avait brûlé il y a plus de 40 ans. Mais si vous écoutez attentivement la nuit, vers 2 heures du matin, vous pourriez entendre un faible tintement, comme une cloche de station-service, et une voix murmurant « Heure d'enregistrement, 2h06 ». Chaque relais routier a ses habitués. Sur l'autoroute 23, c'est Red Walker. Si vous conduisez depuis assez longtemps, vous avez entendu parler de lui. Un camionneur qui n'a jamais quitté la route. Il est toujours là, assis dans le coin d'un dîner isolé ouvert 24 heures. Sirotant une tasse de café qui ne refroidit jamais. Son indicatif CB grésille à travers la radio quand personne ne transmet. Le problème, c'est que Red Walker est mort depuis des années. Mark Ansley en a fait l'expérience. Il venait de passer la barre des 300 miles quand sa radio s'est animée. Briqueur 119, quelqu'un me reçoit. La voix était grave, lente, familière. Mark a saisi son micro, fort et clair, chauffeur. À qui je parle ? Une pause, puis « On m'appelle Red ». L'estomac de Mark s'est noué. Il connaissait ce nom. Tous les camionneurs le connaissaient. Red Walker était mort dans un accident il y a plus d'une décennie. Son camion s'était encastré dans un ravin pour éviter une voiture en panne. Mark a laissé échapper un souffle tremblant. Bien essayé. Red est mort depuis longtemps. La radio a grésillé. T'es sûr de ça ? Le GPS de Mark a vacillé. L'écran se brouillant de statique. Le marqueur de miles dehors a flouté. Le monde autour de lui a changé. Les arbres le long de la route semblaient tordus, leurs branches recourbées comme des doigts squelettiques. Devant, des néons brillaient dans le brouillard. Un dîner se dressait juste à côté de la route, son enseigne clignotant faiblement. Red's Dîner. La gorge de Mark s'est serrée. Ce dîner n'existait pas, du moins plus. Le camion de Mark a ralenti tout seul, les pneus crissant sur le gravier. Il n'était pas fatigué, ne voulait pas s'arrêter, mais quelque chose l'Y a forcé. À l'intérieur,
Le dîner sentait le café brûlé et une odeur de pourriture sous celle de la friture. La serveuse, son uniforme jauni, ses yeux creux, a désigné la dernière banquette. Prenez place, chauffeur. Il vous attend. Mark s'est tourné lentement, et il était là, Red Walker, portant la même veste en jean, le même chapeau de camionneur usé. Sa peau était trop pâle, comme s'il n'avait pas vu le soleil depuis des années, ses yeux trop sombres. Une tasse de café fumante était posée devant lui, mais il ne buvait jamais. « T'es loin de chez toi, pas vrai ?» a dit Red, sa voix râpeuse. Les jambes de Mark refusaient de bouger, son pouls cognait dans son crâne. « Où suis-je » a-t-il murmuré. Red a souri. « T'es là où j'ai fini. La route sans fin. » Les murs du dîner ont tremblé, les fenêtres vibrant dans leur cadre. Dehors, l'autoroute s'étendait à l'infini, disparaissant dans le vide, sans sortie, sans virage, juste une route vide sans fin. Mark a couru. Il a bousculé la serveuse, a franchi la porte en trombe et s'est retrouvé directement dans son camion. Ses mains étaient sur le volant, le dîner avait disparu, seule l'autoroute restait. Sa radio a grésillé une dernière fois. « À bientôt sur la route, chauffeur. » Mark n'a jamais parlé de cette nuit, mais parfois, quand sa radio capte de la statique, il jure entendre une voix murmurer à travers le bruit. « Briqueur à 1-9, vous me recevez ?» Si vous avez conduit assez longtemps sur l'autoroute 23, vous pourriez remarquer quelque chose d'étrange. Une nuit, vous roulerez sur ce tronçon familier, et soudain, il y aura un tunnel, un long tunnel sombre que vous jurez n'était pas là avant. Et si vous le traversez, vous pourriez ne jamais en sortir. Jake Reynolds le savait bien. Il transportait du fret depuis des années et connaissait l'autoroute 23 comme sa poche. Mais une nuit pluvieuse, juste après le marqueur de mile 2011, il a vu quelque chose de nouveau. Un tunnel massif creusé dans les collines rocheuses, son entrée béante comme la gueule de quelque chose de affamé. Jake a froncé les sourcils. C'est pas normal. Il a ralenti, vérifiant son GPS. Aucun tunnel sur cet itinéraire, pas de panneau de travaux, pas de déviation, juste un tunnel qui ne devrait pas exister. Sa radio CB a grésillé. Continue de rouler, Jake. Sa respiration s'est arrêtée. La voix était basse, presque un murmure. « Qui est là ?» a-t-il demandé. Statique, puis « Si tu t'arrêtes, ça empire. » Les poils de ses bras se sont dressés, mais s'arrêter au milieu de l'autoroute était tout aussi dangereux. Alors, le cœur battant, il est entré dans le tunnel. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Dès que son camion a franchi le seuil, les phares ont faibli. Le tunnel étouffait tous les sons. Pas d'écho du moteur, pas de grondement des pneus, juste le silence. La ligne jaune sur la route s'étendait à l'infini, disparaissant dans le noir. Il a appuyé plus fort sur l'accélérateur, mais le tunnel continuait, mile après mile. 10 minutes ont passé, puis 20, 30. Son réservoir n'avait pas bougé, son GPS ne montrait rien, pas de signal, et sa radio CB a murmuré à nouveau. « Tu es déjà venu ici. » Les doigts de Jake se sont crispés sur le volant, sa respiration devenant courte. Une forme a bougé dans son rétroviseur latéral, quelque chose aux membres longs, rampant le long des murs comme un insecte. Jake n'a pas regardé, n'a pas cligné des yeux. La chose suivait son camion, sa réflexion vacillant dans le miroir. Trop de bras, trop d'yeux, et elle se rapprochait. Presque l'heure de partir, a murmuré la radio. La gorge de Jake s'est asséchée. Le tunnel n'avait pas de sortie, pas de virage, pas d'issue, jusqu'à ce qu'il voie des lumières devant, la fin du tunnel. Jake a écrasé l'accélérateur, son camion rugissant en avant. Dès que ses pneus ont franchi le seuil, il était de retour sur l'autoroute 23, mais quelque chose clochait. Les panneaux routiers étaient rouillés et brisés, les arbres le long de l'autoroute étaient morts, leurs branches squelettiques tendues vers le ciel. Son réservoir était à nouveau plein, et son GPS indiquait un emplacement comme un vide noir. Jake s'est garé, le cœur battant. Tout semblait faux, comme si le monde avait vieilli de 100 ans en une nuit. Sa radio a grésillé encore. « T'as pris un mauvais virage, chauffeur. » Jake a ravalé sa salive. « Où suis-je » La voix a ricané. « Pas là où tu étais. » Jake a appuyé sur l'accélérateur, filant sur l'autoroute déserte. Mais peu importe la distance qu'il parcourait, il ne trouvait ni ville ni voiture, juste la route s'étendant à l'infini. 1 an plus tard, un officier de la patrouille routière a retrouvé le camion de Jake au bord de la route. Moteur en marche, porte ouverte, aucun signe de Jake. Son carnet de bord était vierge, comme s'il n'avait jamais conduit cette nuit-là. Mais le plus étrange,
L'autoroute 23 n'a pas de tunnel, et n'en a jamais eu. Il y a une règle sur l'autoroute 23. Si vous prenez un autostoppeur après minuit, vérifiez votre banquette arrière avant de repartir. Parce que parfois, il n'entre pas de la manière habituelle. Eddie Callahan l'a découvert. Il transportait du fret depuis presque 20 ans et ne se laissait pas facilement effrayer. Mais une nuit, juste après le marqueur de mile 147, il a vu une jeune femme en sweat gris à capuche et jean, debout sur le bas-côté, le pouce levé. Pas de sac, pas de voiture à proximité, juste immobile dans la faible lueur de ses phares. Il n'était pas sans cœur, il avait déjà pris des autostoppeurs. L'autoroute 23 était un long tronçon de rien, et personne ne méritait d'être coincé là-dedans. Il a baissé sa vitre, besoin d'un lift. La femme n'a pas bougé au début, puis elle a hoché la tête une fois, lentement. Eddie a désigné la porte passager, monte. Mais à l'instant où il a détourné le regard, elle était soudain sur sa banquette arrière. Eddie a failli bondir hors de sa peau. La porte ne s'était pas ouverte, il n'avait entendu aucun bruit, mais elle était là, assise juste derrière lui, son visage caché sous la capuche. La gorge d'Eddie s'est asséchée. Il a agrippé le volant. « Où tu vas ?» Un long silence, puis dans un murmure à peine audible, « Chez moi !» Eddie a repris la route, le cœur battant. L'air dans le camion était devenu glacial. Son souffle formait de petits nuages. Sa radio a grésillé, d'abord de la statique, puis « Eddie, ne la regarde pas !» Ses mains se sont crispées. « C'est qui, bon sang ?» La voix s'est déformée. Elle n'est pas humaine. Continue de rouler, et quoi que tu fasses, ne regarde pas dans le miroir. L'estomac d'Eddie s'est noué. Ses yeux ont glissé vers le rétroviseur, et il l'a vu. La capuche avait glissé, son visage était faux, étiré trop fort, la bouche grande ouverte, les lèvres retroussées en un sourire qui n'était pas le sien. Sa peau changeait, passant d'un visage d'enfant à celui d'un homme, puis d'un cadavre, et enfin son propre visage, lui souriant en retour. La respiration d'Eddie s'est bloquée. La voix à la radio a murmuré une dernière fois. « T'aurais pas dû regarder. » Le camion a tremblé, les phares ont vacillé, le monde dehors s'est tordu, se transformant en une obscurité infinie. Puis, silence. Eddie a halté, les mains toujours serrées sur le volant. L'autostoppeuse avait disparu. La température dans la cabine est redevenue normale. La radio n'émettait que de la statique. Il s'est garé, les mains tremblantes, le cœur cognant dans sa poitrine. Il a vérifié la banquette arrière, vide. Mais sur le siège, il y avait un sweat gris à capuche, soigneusement plié, et écrit dessus en lettres rouges délavées, comme du sang, « Merci pour le trajet ». 3 jours plus tard, le camion d'Eddie a été retrouvé garé dans une aire de repos en dehors de la ville, moteur encore en marche, siège conducteur vide. Personne n'a jamais revu Eddie Callahan. Mais les camionneurs disent encore que si vous voyez un autostoppeur sur l'autoroute 23, trop immobile, le visage caché dans l'ombre, continuez de rouler. Parce que si elle monte, elle risque de ne jamais partir. L'autoroute 23 a beaucoup d'étendues étranges. Mais rien ne perturbe autant les camionneurs que la station-service Dernier Arrêt. Personne ne sait exactement où elle se trouve. Certaines nuits, elle est avant le marqueur de mile 187, d'autres nuits, après le 212. Mais une fois que vous vous y arrêtez, vous pourriez ne jamais en repartir. Dal Carter roulait depuis 15 heures d'affilée quand il a vu la lueur néon au loin. Une station-service avec un panneau clignotant Dernier Arrêt, essence, ouvert 24 heures. Dal a soupiré de soulagement en cigarant. Il avait besoin de café, d'une pause pipi, peut-être d'un paquet de chips avant le dernier tronçon vers chez lui. L'endroit était vide, pas d'autres voitures, pas de gens, juste une station faiblement éclairée avec un seul caissier derrière le comptoir. Dal est sorti, a étiré ses jambes et est entré. L'intérieur sentait mauvais, quelque chose d'aigre, de vieux. Les néons au-dessus bourdonnaient, projetant une lueur jaune maladive. Le caissier, un homme grand avec un sourire trop large, n'a pas cligné des yeux quand Dal est entré. « Longue nuit ?» a-t-il demandé. « Ouais » a marmonné Dal, attrapant une bouteille d'eau. « Je vous dois combien ?» Le caissier a penché la tête. « Rien. Les premiers clients ont une gratuité. » Dal a hésité. « Alors ?» Le sourire de l'homme s'est élargi. « Allez-y, prenez ce dont vous avez besoin. » Dal a pris sa boisson et est retourné à son camion. Mais quand il a tourné la clé, le moteur n'a pas démarré. Son estomac s'est noué. Il a essayé encore. Clic, clic, rien.
La station-service bourdonnait derrière lui. Il s'est retourné, les yeux plissés. Le panneau clignotait toujours: dernier arrêt, essence, ouvert 24 heures. Mais les mots étaient différents maintenant. Dernier arrêt, vous ne pouvez pas partir. Le pouls de Dal battait dans ses oreilles. Il a attrapé son téléphone pour appeler à l'aide. Pas de signal. La porte de la station s'est ouverte derrière lui. Le caissier était toujours à l'intérieur, toujours souriant. On dirait que vous êtes coincé, a-t-il dit. Dal a ravalé sa salive. Vous avez une dépanneuse? A-t-il demandé, forçant sa voix à rester calme. Le sourire de l'homme n'a pas changé. Personne n'en a jamais eu besoin avant. Le sang de Dal s'est glacé. Il est retourné à son camion. Sauf que ce n'était plus son camion. La couleur était fausse, la plaque d'immatriculation avait disparu, l'intérieur était couvert de poussière, comme s'il était là depuis des années. Dal a reculé, la poitrine serrée. Il s'est tourné vers la route, mais l'autoroute avait disparu, remplacée par un vide noir infini au-delà des lumières de la station. Ses mains tremblaient. Il s'est retourné vers la station, et le caissier était juste devant lui, son sourire trop large s'étendant d'oreille à oreille. « Vous êtes enregistré » a-t-il murmuré. Dal a reculé d'un pas tremblant. Je dois juste reprendre la route. Le caissier a ri, sa voix fausse maintenant, résonnant comme 100 voix à la fois. Il a désigné la station derrière lui. Vous ne comprenez pas, hein? Vous ne quittez jamais le dernier arrêt. Dal s'est retourné et a couru. Il a sprinté devant les pompes, devant le panneau clignotant et a trébuché sur quelque chose enterré dans le sol. Une plaque d'immatriculation. Il a regardé de plus près. Le sol était jonché de vieilles plaques, à moitié enfouies dans le sable, rouillées et délavées, venant d'années différentes, de décennies différentes. Certaines étaient si vieilles qu'elles ne semblaient même pas réelles. Dal a reculé, la bile montant dans sa gorge. Depuis combien de temps les gens se faisaient-ils piéger ici? Un nouveau murmure a glissé dans l'obscurité. Tu seras bientôt l'un d'eux. Dal s'est retourné, et le caissier était juste derrière lui. Personne ne sait ce qui est arrivé à Dal Carter. Son camion n'a jamais été retrouvé. Ses journaux de route se sont arrêtés cette nuit-là dans une station-service qui n'existe pas officiellement. Mais parfois, les camionneurs jurent que si vous vous arrêtez pour faire le plein sur l'autoroute 23 tard la nuit, vous pourriez voir un vieux camion abandonné près des pompes, couvert de poussière, les clés encore dans le contact. Et si vous entrez dans la station, le caissier vous accueillera avec un sourire trop large pour être humain et demandera « Première fois ici ? Le plein est gratuit. » Si vous roulez sur l'autoroute 23 et que vous voyez un véhicule en panne, ne vous arrêtez pas, même si le conducteur semble désespéré, même s'il agite les bras pour demander de l'aide. Parce que sur l'autoroute 23, la dépanneuse n'arrive jamais. Frank Harper l'a appris à ses dépens. Il était sur la route depuis plus de 30 ans et pensait avoir tout vu. Mais un soir froid de fin d'automne, en roulant vers le nord de l'autoroute, il a vu une camionnette garée sur le bas-côté, feu de détresse clignotant. Pas d'autre voiture en vue, juste le bourdonnement solitaire de l'autoroute s'étendant dans l'obscurité. Frank a ralenti, ses pneus crissant sur le gravier. Il a pensé que c'était juste un autre conducteur malchanceux avec un pneu crevé, rien d'extraordinaire. Mais en s'approchant, il a remarqué quelque chose d'étrange. L'homme au volant était immobile, le visage pâle et émacié. Il semblait ne pas avoir bougé depuis des heures, peut-être plus. Frank a baissé sa vitre, et « T'as besoin d'aide ?» Les yeux de l'homme ont vacillé, se tournant lentement vers lui. « Oui, » a-t-il croassé, la voix rauque. « Ma camionnette est en panne. J'attends la dépanneuse, mais ça fait des heures. Tu peux m'aider ?» Frank l'a étudié attentivement. Le type semblait trop calme vu la situation. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, ses doigts tressaillant nerveusement mais ne touchant jamais le volant. Quelque chose clochait. Frank a appelé à nouveau. « T'es sûr que ça va ? On dirait que t'attends depuis un bail. » L'homme a hoché la tête, un sourire maladif étirant son visage. « La dépanneuse est en route. J'ai juste besoin de quelqu'un pour attendre avec moi. » Les instincts de Frank lui criaient de partir, mais sa curiosité l'a emporté. Il a garé son camion et est sorti, s'approchant prudemment de la camionnette. « D'accord, » a dit Frank en se dirigeant vers la fenêtre de l'homme. « Je vais attendre avec toi, mais t'es sûr qu'une dépanneuse arrive ? Y a rien en vue. » Le sourire de l'homme s'est élargi, ses yeux ne clignaient pas une seule fois. « Tu les verras bientôt, » a-t-il dit, la voix presque un murmure. « Ils viennent toujours. Ils me trouvent toujours. » Frank s'est arrêté,
jetant un œil sur l'autoroute déserte. Il a cru entendre le faible bourdonnement d'un moteur au loin. Mais quand il s'est retourné vers la camionnette, l'homme avait disparu. Le siège était vide. Frank s'est approché, le cœur battant. Il a scruté l'intérieur, mais aucune trace de l'homme, aucun mouvement, juste le silence d'une route vide. Soudain, un bruit fort l'a fait sursauter, un klaxon. Le son lointain d'un moteur de camion grondant s'approchait. Frank s'est retourné. Dans la faible lumière de ses phares, il a vu une énorme dépanneuse foncer vers lui. Un grand sourire s'est étendu sur son visage. « Enfin !» a-t-il murmuré. Ils ont mis le temps. Il est resté là, regardant la dépanneuse se rapprocher, son soulagement palpable. Mais à mesure qu'elle avançait, Frank a senti sa poitrine se serrer. Le visage du conducteur, c'était le sien. La dépanneuse a freiné dans un crissement, ses phares l'aveuglant. Les portes se sont ouvertes d'un coup, mais personne n'en est sorti. Le cœur de Frank s'est arrêté alors qu'il reculait d'un pas. Dans le rétroviseur de la dépanneuse, il s'est vu lui-même, immobile, les yeux écarquillés le fixant. Le siège du conducteur était vide, mais il était toujours dans le miroir. Sa respiration s'est coincée dans sa gorge. Il s'est retourné, scrutant l'autoroute vide, la camionnette vide. L'homme qui avait demandé de l'aide avait disparu. Le bruit de la dépanneuse s'est estompé dans la distance. Une étrange sensation de déjà-vu l'a envahi. Tout est devenu clair. Frank n'aidait pas quelqu'un d'autre. C'était lui qui attendait, attendant la dépanneuse, attendant que quelqu'un vienne le chercher. Et maintenant, la dépanneuse était venue pour lui. L'autoroute, autrefois si familière, ressemblait à une cage. Les phares de la dépanneuse se sont éloignés, mais l'effrayante réalisation tenait encore Frank. Il n'était pas sur la route depuis des heures. Il attendait une dépanneuse, attendant que quelqu'un vienne le chercher, et il ne partirait jamais de cette boucle sans fin. Personne ne sait ce qui est arrivé à Frank Harper. On ne l'a jamais retrouvé. Mais si vous roulez sur l'autoroute 23 la nuit, après le marqueur de mile 198, vous pourriez remarquer quelque chose d'étrange. Une camionnette sur le bas-côté, feu de détresse clignotant, et une silhouette debout à côté, attendant. Si vous vous approchez trop, vous pourriez entendre le faible grondement d'un moteur. Mais quand vous regarderez à nouveau, la silhouette aura disparu, et la camionnette sera vide, sauf pour le siège du conducteur, toujours en attente de quelqu'un pour monter. Il y a un vieil adage parmi les camionneurs. Si vous entendez la route murmurer, gardez les yeux sur l'horizon. Ce n'est pas juste une superstition, c'est une question de survie. Parce que si vous écoutez trop attentivement, la route a une manière de vous appeler. Et une fois que vous l'entendez, vous ne serez plus jamais le même. Lena Mitchell l'a découvert. Elle venait de commencer à conduire pour une nouvelle compagnie de logistique. C'était son premier voyage en solo sur l'autoroute 23, transportant une lourde cargaison. Elle aimait l'isolement, les longues étendues de route, le bourdonnement calme du moteur. Après un moment, ça devenait paisible. Mais cette nuit-là, vers 2 heures du matin, quelque chose a changé. Au début, c'était juste un murmure, à peine audible, un bourdonnement presque comme le vent passant à travers les arbres. Lena a jeté un regard perplexe sur la route devant elle. Il n'y avait pas d'arbres sur des miles. Ses yeux ont glissé vers le rétroviseur latéral, captant un aperçu de la lune. Elle était inhabituellement pleine, projetant une lumière froide sur la route déserte. Puis le murmure s'est amplifié. On aurait dit des mots, faibles et lointains, mais distincts, comme si la route elle-même appelait son nom. L'estomac de Lena s'est serré. « Lena » a-t-elle entendu. Elle a secoué la tête, essayant de chasser la voix. Ce n'était que le vent, le moteur. Mais c'était réel. Le murmure continuait, un appel bas et attirant. Lena a agrippé le volant plus fort. « Ressaisis-toi » a-t-elle marmonné. Elle a tendu la main vers la radio, l'allumant dans l'espoir que la statique noie se son troublant. Mais dès qu'elle a tourné le bouton, le murmure s'est arrêté. Silence. Elle a pris une inspiration, sentant son rythme cardiaque ralentir. Puis, alors qu'elle regardait à nouveau la route, quelque chose a bougé. Lena roulait depuis ce qui semblait être 1 heure. L'autoroute s'étendait sans fin devant elle, l'asphalte lisse et sans marque, comme s'il n'avait pas de fin. Elle a vérifié l'heure. Son GPS s'était figé, la carte était vide. Sa jauge de carburant indiquait un réservoir plein. Pourtant elle roulait depuis plus de 3 heures. Pas de ville, pas d'air de repos, juste l'obscurité et cet étrange murmure silencieux qui semblait l'entourer. Lena la voix encore, plus forte, plus claire.
Elle a écrasé l'accélérateur, espérant le distancer, mais la route ne changeait jamais. Pas de courbe, pas de sortie, juste un chemin droit et inflexible devant elle. Alors que la voix devenait plus forte, l'air dans la cabine s'est refroidi. Lena a frissonné, mais elle n'a pas arrêté. Elle ne pouvait pas arrêter, parce qu'elle a réalisé quelque chose. Elle n'était pas seule. Du coin de l'œil, elle a vu des ombres passer devant la vitre, des silhouettes bougeant juste hors de vue. Lena a tourné la tête, mais l'autoroute était toujours déserte. Elle a jeté un nouveau coup d'œil au miroir, et cette fois, elle a vu quelqu'un. Une silhouette debout au milieu de la route. Un homme, son visage masqué par une capuche, les bras tendus comme s'il essayait de l'atteindre. La respiration de Lena s'est bloquée dans sa gorge. Elle a donné un coup de volant, mais la silhouette n'a pas bougé. Il restait là, attendant. Elle a freiné brutalement, envoyant le camion déraper jusqu'à l'arrêt. La silhouette a disparu. Elle respirait fort, les yeux écarquillés, scrutant autour d'elle, le cœur battant. Le murmure avait cessé, mais dès qu'elle est sortie du camion, la route semblait vivante. C'était une sensation étrange, surréaliste, comme si le bitume sous ses pieds bougeait, respirait, comme si la route elle-même était consciente de sa présence. Elle a reculé, sentant qu'elle perdait prise sur la réalité. Puis elle a remarqué quelque chose. L'autoroute n'était plus une route. C'était une immense gueule béante, sa peau d'asphalte s'étirant et se tordant, pulsant comme la gorge d'une bête. Lena a trébuché en arrière, son cœur s'emballant. Le murmure est revenu, criant son nom cette fois, « Lena !» Elle ne pouvait ni courir ni réfléchir. La route l'avait réclamée, comme elle avait réclamé tant d'autres avant elle. Le camion de Lena Mitchell a été retrouvé abandonné sur le bord de l'autoroute 23 le lendemain matin. Les portes étaient ouvertes, le moteur tournait encore, mais aucune trace de Lena. Quand on a analysé le GPS de son camion, il montrait qu'il était resté bloqué au même endroit pendant des jours, bien qu'elle ne soit partie que depuis quelques heures. Son dernier emplacement enregistré était au marqueur de Mile 2011, un endroit où, selon la légende locale, la route vous piège. Dans les mois suivants, les camionneurs sur l'autoroute ont commencé à signaler des événements étranges. Ils entendaient des murmures dans le vent, voyaient des ombres bouger dans leur rétroviseur, et s'ils s'arrêtaient, ils se retrouvaient coincés au même endroit pendant des heures, parfois des jours, avant de pouvoir repartir. Et parfois, s'ils avaient de la malchance, ils voyaient une nouvelle silhouette au loin, les yeux écarquillés, les bras tendus, attendant le prochain chauffeur. On dit que si vous entendez la route murmurer votre nom, il est déjà trop tard. La route est vivante, et une fois qu'elle vous a appelé, il n'y a pas de retour en arrière. Vous deviendrez une partie de l'autoroute, comme tous les autres, parce que la route obtient toujours ce qu'elle veut. L'autoroute 23 est connue pour ses longues étendues tranquilles. C'est une route que la plupart des camionneurs empruntent sans y réfléchir à deux fois. Mais si vous ne faites pas attention, elle vous réclamera d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Isaac Kelly en a fait les frais. Il conduisait sur cette même route depuis des années. Un de ces camionneurs aguerris qui pouvaient naviguer sans effort, même au cœur de la nuit. L'autoroute 23 n'avait rien de spécial pour lui, juste un boulot de plus. Mais une nuit, lors d'une soirée particulièrement orageuse, les choses ont commencé à sembler étranges. Isaac roulait sous une pluie battante, les essuie-glaces luttant contre les trompes d'eau, la seule lumière venant des phares faibles de son camion. La route était glissante, et il se surprenait à serrer le volant un peu plus fort. Puis, sorti de nulle part, une silhouette est apparue sur le bas-côté. Au début, Isaac a cru que c'était un effet de la pluie, mais en se rapprochant, il a distingué un homme debout, figé, fixant la route. Pas de signe de voiture, pas de mouvement, juste la présence immobile et troublante d'un homme trempé par la pluie, dont les yeux semblaient luire dans l'obscurité. Isaac a freiné brutalement et a dévié pour l'éviter. Ses pneus ont crissé, mais quand il a regardé dans le rétroviseur, la silhouette avait disparu. Son cœur battait la chamade, mais il a balayé ça d'un revers de pensée. Probablement juste un ivrogne, a-t-il marmonné. Pourtant, quelque chose dans cette rencontre le mettait mal à l'aise. Ses instincts lui disaient que quelque chose n'allait pas. Isaac a continué à rouler, mais le malaise persistait. La pluie tombait plus fort, la nuit devenait plus sombre alors que l'orage faisait rage. Puis il a repéré autre chose au loin, une lumière. Au début, ça ressemblait à un autre véhicule arrêté, peut-être en panne. Mais en se rapprochant, il a réalisé que c'était une station-service, seule au bord de l'autoroute. Ce n'était pas un arrêt habituel. Cette station-service n'était pas sur son itinéraire régulier. Il n'y avait aucun panneau l'indiquant, elle n'était pas sur la carte.
et elle était entièrement illuminée, des néons brillant étrangement dans la nuit. En s'approchant, Isaac a envisagé de passer son chemin. Il n'était pas vraiment à court de carburant, mais quelque chose l'a poussé à s'arrêter. Ce sentiment d'isolement, d'être complètement seul dans la tempête, semblait le forcer à prendre la sortie. Il s'est garé près de la seule pompe. C'était étrangement silencieux, pas une voiture en vue. La station était totalement déserte, mais les lumières bourdonnaient de vie, projetant de longues ombres sur le parking vide. Isaac est sorti du camion, frottant ses mains contre l'air froid de la nuit. Il ne savait pas pourquoi il était attiré ici, mais il sentait qu'il devait entrer. Il a marché vers la station, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, une voix l'a arrêté. « Ne reste pas !» Isaac s'est retourné et a vu un homme au bout du parking. C'était le même inconnu qu'il avait vu plus tôt sur la route. Mais maintenant il marchait vers lui avec des pas lents et délibérés. Ses yeux luisants, ne quittaient pas le visage d'Isaac. L'homme s'est arrêté à quelques mètres, la pluie dégoulinant de ses cheveux, ses vêtements trempés. « Ne reste pas !» a répété l'étranger. « Tu seras le prochain. » Isaac a ouvert la bouche pour parler, mais l'homme s'est retourné et a disparu dans l'obscurité aussi vite qu'il était apparu. Isaac est resté figé, un frisson glacial lui parcourant l'échine. Les mots de l'homme ne lui plaisaient pas. Il n'avait jamais ressenti une telle peur dans sa vie, mais il était trop tard. Isaac est remonté dans son camion, pensant qu'il devrait peut-être juste partir, oublier le carburant et continuer à rouler. Mais alors qu'il démarrait le moteur, la pluie s'est intensifiée, plus forte qu'avant. Ses essuie-glaces ne suivaient plus. L'orage semblait se refermer sur lui. Il a jeté un œil dans le rétroviseur, et c'est là qu'il l'a vu. Les lumières de la station-service étaient toujours allumées, mais maintenant il y avait autre chose. Une silhouette se tenait près de l'entrée. L'étranger. Son visage était maintenant tordu en un sourire grotesque. Ses yeux n'étaient plus luisants, mais des fosses sombres et vides. Isaac a hésité sur l'accélérateur, son cœur battant la chamade. Il sentait la présence de quelque chose d'antinaturel dans l'air, comme s'il était observé de tous côtés. La pluie tombait encore plus fort, le tonnerre grondait plus fort, puis les lumières se sont éteintes. Tout est devenu noir. Le camion d'Isaac a calé, les phares vacillant avant de s'éteindre complètement. Il a essayé le démarreur encore, mais le camion refusait de bouger. Son téléphone n'avait pas de signal. L'orage dehors était assourdissant, le vent hurlant au loin. L'air devenait irrespirable, une odeur d'essence mêlée de quelque chose d'autre, une odeur douceâtre et esséurante qui retournait l'estomac d'Isaac. Il a regardé par la fenêtre une fois de plus, mais la station-service n'était plus visible. La route s'étendait dans un vide sans fin, et puis une voix, douce mais immistakable, a murmuré à son oreille « Tu ne partiras jamais !» Isaac s'est retourné brusquement, mais il n'y avait personne. La panique montait dans sa poitrine alors qu'il regardait autour du camion, cherchant désespérément un signe de mouvement. La porte de son camion s'est refermée violemment, le moteur a rugi de lui-même, mais cette fois, c'était différent. Le son était déformé, comme si ce n'était pas son camion du tout, quelque chose d'antinaturel, un grognement guttural sous le bourdonnement normal. Il n'était plus maître de rien. Isaac a écrasé la pédale de frein, mais le camion a bondi en avant, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Il ne pouvait ni diriger ni arrêter. La route s'étendait devant lui, sans fin, le menant dans le vide. Le lendemain matin, le camion d'Isaac Kelly a été retrouvé abandonné sur le bord de l'autoroute 23. La radio était allumée, diffusant de la statique dans l'air, mais le camion lui-même était silencieux. Isaac avait disparu, sans laisser de traces, juste des marques de pneus sur la route humide menant droit dans un abîme noir. Le plus étrange, c'est que personne ne se souvient avoir vu la station-service où il s'est arrêté. Les locaux jurent qu'elle n'a jamais été là. Personne ne pouvait se rappeler un tel endroit sur ce tronçon de l'autoroute. Mais ceux qui roulent sur l'autoroute 23 la nuit jurent parfois entendre un faible bourdonnement dans l'air, comme le son lointain d'un moteur qui ne s'arrête jamais. Et si vous écoutez attentivement, vous pourriez entendre une voix murmurer « Tu ne partiras jamais ». L'autoroute 23 est une route dangereuse, pas seulement à cause du temps ou de la désolation. Ce sont les détours qui vous piègent. Les gens qui prennent la mauvaise sortie ne reviennent jamais. Et ce n'est pas juste la route qui change, c'est eux. Ils disparaissent. La famille Carter l'a appris à leurs dépens. Ils rentraient d'un week-end en famille, roulant sur l'autoroute 23 alors que le soleil commençait à se coucher. Les parents, Charlie et Kate, étaient à l'avant, et leurs deux enfants, Sophie et Max, jouaient tranquillement avec leurs jouets à l'arrière. Le trajet avait été calme, la météo clémente,
Mais à mesure que la nuit tombait, l'air semblait s'alourdir, comme si quelque chose pesait sur eux. Charlie a bâillé. Il conduisait depuis des heures. On devrait s'arrêter à la prochaine aire de repos, a-t-il demandé à Kate. J'ai besoin d'une pause. Kate a hoché la tête, mais juste alors qu'elle allait suggérer de s'arrêter, quelque chose d'étrange a attiré son regard. Un panneau qu'elle n'avait jamais vu avant. L'autoroute était isolée, mais elle aurait juré que ce panneau n'avait jamais été là. Il était petit, discret, juste avant une bifurcation. Détour, route pittoresque. Kate a froncé les sourcils. Elle avait emprunté ce tronçon des dizaines de fois et n'avait jamais vu de détour ici. Charlie a suivi son regard. Peut-être que c'est nouveau, a-t-il dit. Le GPS n'en parle pas. On devrait peut-être le prendre, a suggéré Kate, sa curiosité piquée. On n'a jamais vu cette partie, ça pourrait être sympa. Charlie a hésité. Le détour semblait un choix étrange, mais après tout, il n'était pas venu sur cette partie de l'autoroute 23 depuis des années. D'accord, prenons-le. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Il a tourné le volant, s'engageant sur la petite route étroite marquée par le panneau de détour. Au début, la route semblait comme n'importe quelle autre, un peu plus isolée, mais rien d'anormal. Les arbres bordaient les deux côtés, et le bitume, bien que fissuré par endroits, était encore assez solide pour rouler. Mais à mesure qu'ils avançaient sur le chemin sinueux, quelque chose a commencé à sembler faux. Les arbres se rapprochaient de la route, la canopée au-dessus assombrissant le ciel. La lune perçait à peine à travers les branches épaisses, projetant des ombres étranges et irrégulières. Charlie a froncé les sourcils. C'est bizarre. Ça ne ressemble pas à ce dont je me souviens. Kate a jeté un œil à un panneau en passant. Je suis pas sûre de ça. On devrait faire demi-tour. Mais il était trop tard. La route était devenue étrangement silencieuse, comme si le bruit des pneus sur le bitume était étouffé par quelque chose d'invisible. Max et Sophie s'étaient tus à l'arrière. « Maman, j'aime pas ça », a dit Sophie, sa voix petite et apeurée. « Moi non plus », a ajouté Max. Charlie a serré le volant plus fort et a regardé dans le rétroviseur. « Continuons encore un peu, on fera demi-tour à la prochaine intersection », a-t-il dit, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. Mais la route devant semblait s'étendre à l'infini, sans intersection, sans panneau, juste un silence inquiétant. Finalement, ils ont aperçu quelque chose au loin, une faible lueur brillant doucement devant. Le soulagement a envahi Charlie. Enfin un endroit où s'arrêter, a-t-il dit, appuyant sur l'accélérateur. La route s'est ouverte sur une petite clairière, et là, au bord d'une forêt épaisse, se dressait une vieille cabane en bois. Les fenêtres étaient sombres, mais une lumière faible semblait venir de l'intérieur. C'était le seul signe de vie à des miles à la ronde. Charlie a garé la voiture devant la cabane, et ils l'ont tous regardé. « On devrait entrer ?» a demandé Kate, incertaine. Charlie l'a regardé. « Je sais pas, quelque chose cloche. » Mais la cabane était le seul signe de vie qu'ils avaient vu depuis des heures. Il a soupiré, détachant sa ceinture. « Je vais jeter un œil. Restez ici. » En sortant de la voiture, Charlie a senti une étrange sensation l'envahir, comme si le sol sous ses pieds était légèrement instable, pas tout à fait solide, comme s'il marchait sur de l'air. La porte de la cabane a grincé en s'ouvrant, et Charlie s'est figé. La lumière à l'intérieur n'était pas chaude ou accueillante, elle était froide, vacillante, comme si la cabane elle-même respirait. Il est entré, sa respiration se bloquant dans sa gorge. L'air était épais, les murs couverts d'une substance collante étrange, presque comme des toiles d'araignée, mais ce n'était pas de la soie. Ça avait une texture presque humaine. Les ombres dans la cabane semblaient bouger, se tordant et s'enroulant de manière impossible. Puis il l'a entendu, un murmure. « T'es trop tard !» Charlie s'est retourné, le cœur battant. Il n'y avait personne. Il s'est précipité dehors, mais en ouvrant la porte, le monde extérieur avait changé. La cabane n'était plus là. À la place, il n'y avait qu'une route infinie s'étendant au loin, pas d'arbres, pas de signes de vie, juste l'autoroute qui s'étirait à perte de vue. Il a couru vers la voiture. « Kate, prends les enfants, on part !» Mais en montant dans la voiture, Kate et les enfants n'étaient pas là. Il ne restait qu'un siège vide et silencieux. Alors que Charlie roulait sur la route, cherchant désespérément un signe de sa famille, les environs ont commencé à changer, tout comme la cabane. Les arbres apparaissaient et disparaissaient, le bitume s'étirait puis s'effritait sous ses pneus. Le murmure a repris. « T'es trop tard !»
Il a dévié pour éviter un virage soudain qui n'était pas là quelques instants avant. Mais la route se tordait et le tirait plus profondément dans l'abîme. Les heures ont passé, ou peut-être des jours, impossible à dire. Enfin, Charlie a vu quelque chose au loin, une faible lumière. Il a poussé le moteur, priant que ce soit réel. En s'approchant, il a vu une autre voiture garée sur le bord de la route. Le conducteur appuyé contre, attendant. Charlie a baissé sa vitre. « Aidez-moi » a-t-il dit, essoufflé. « J'ai perdu ma famille, je sais pas où je suis. » Le conducteur l'a regardé avec des yeux froids et vides. « T'es déjà là ?» Le cœur de Charlie s'est arrêté alors que la réalisation l'envahissait. Il n'était pas perdu, il était piégé. Le conducteur a souri, un sourire trop large, et Charlie a su au fond de lui qu'il ne quitterait jamais cette route, pas vivant. Le lendemain, la voiture de la famille Carter a été retrouvée sur le bord de l'autoroute 23. Les portes étaient grandes ouvertes, le moteur tournait, mais aucune trace d'eux. Le GPS s'était figé au marqueur de mile 237. Là où un détour étrange et impossible était apparu sur la carte. Les camionneurs passant par là rapporteraient voir la même chose. Une voiture garée sur le bord de la route avec des sièges vides. Certains diraient entendre un murmure dans le vent. « T'es trop tard !» Si vous vous retrouvez près d'une bifurcation sur l'autoroute 23, ne prenez pas le détour. Parce que la route est vivante, et elle vous emmènera là où elle veut.